qu'on va nous dire, mais vous êtes un peu dictatoriaux, quoi. De quel droit vous avez de dire ce que les gens vont manger? Aujourd'hui, on est dans un système alimentaire, on a des tas de signaux qui nous disent de manière explicite ou pas vraiment ce qu'on doit manger à travers des publicités, à travers des prix, etc. Donc notre alimentation, c'est aussi un construit social. Vous parliez justement des importations de thé ou de café, et vous parliez également de la nécessité dans votre modèle d'inclure un certain nombre de changements d'habitudes alimentaires. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Alors, la clé de TIFA, elle s'inscrit dans tout un courant d'études et de recherche qui est faite sur, le constat que notre consommation, enfin la consommation de viande en général a un impact très très fort sur la planète. Donc, vous avez des chercheurs qui se sont posés la question, quelle quantité de viande on peut manger qui soit compatible avec ce qu'on appelle les limites de la planète au niveau mondial. Donc, par exemple, c'est tous les travaux autour du Eat and Set, etc. Donc, on s'est inspiré de ces travaux, on a cherché des références sur cette question-là, et on est arrivé à une ration alimentaire qui réduit en gros par deux la consommation de produits animaux. Alors, quand on dit ça, on pense tout de suite à la viande, ce qui est le cas, mais aussi des produits laitiers qu'on consomme quand même beaucoup en Europe. Donc, on arrive à une ration alimentaire qui est réduite assez drastiquement sur ce plan des protéines d'origine animale, qu'on complète par des protéines, en partie par des protéines végétales, et puis plus de fruits et légumes. Donc, on a établi une ration alimentaire, ce qu'on appelle une diète, qui est compatible avec des recommandations alimentaires. Alors, sur ce point-là, c'est toujours un petit point de débat. Je pense qu'il y a des gens qui ont l'idée qu'il y a une diète qui est bonne. En fait, il y a des repères alimentaires pour définir différentes diètes qui sont tout à fait plaidables d'un point de vue nutritionnel. Et donc, c'est en faisant des hypothèses sur ce changement de régime alimentaire vers beaucoup moins de viande et beaucoup moins de produits laitiers qu'on libère, si je puis dire, les besoins de production sur deux critères. Un, sur la production de céréales, parce qu'en réduisant la consommation de produits animaux, on a besoin de moins produire d'aliments pour ce bétail. Je rappelle le chiffre des 2 tiers de céréales. Et deux, on réduit la demande aussi en soja importé. Donc, on évite de la déforestation importée. Donc, la clé, c'est vraiment ce changement de régime alimentaire vers moins de protéines animales. Alors, quand on dit ça, ça peut pas être très violent. Parce qu'on va nous dire, mais vous êtes un peu dictatoriaux, quoi. De quel droit vous avez de dire ce que les gens vont manger? C'est vrai que c'est une bonne question, mais on peut la relativiser de deux manières, enfin la contextualiser de deux manières. C'est que, de toute manière, déjà aujourd'hui, vous avez des tendances qui sont à l'œuvre en matière d'évolution de la consommation alimentaire et de produits animaux en particulier. Donc, si on se place à l'horizon 50 ans, les projections qu'on fait divisées par deux, en fait, on est à peu près dans les ordres de grandeur de ce qu'on pourrait extrapoler spontanément déjà. Les gens mangent déjà moins de viande de bœuf, moins de viande de porc. Sur la viande de volaille, c'est un peu notre histoire, mais on est sur des tendances qui sont déjà là. Et la deuxième idée qu'on peut faire valoir, c'est que de toute manière, aujourd'hui, on est dans un système alimentaire, on a des tas de signaux qui nous disent de manière explicite ou pas vraiment ce qu'on doit manger à travers des publicités, à travers des prix, etc. Donc notre alimentation, c'est aussi un construit social sur la manière de ce qu'on nous dit, ce qu'on doit manger. Donc là, c'est vrai que dans TIFA, on change un peu les règles et on change les considérants qui nous font manger ce qu'on doit manger pour la planète. Donc, si je comprends bien, en fait, cette réduction de protéines animales, elle passerait par quel type de politique, justement, je veux dire, du point de vue du consommateur? Euh, Est-ce que ce serait Alors, justement de l'incitation un peu type les publicités manger bouger ou quelque chose de plus direct, de plus réglementaire? Alors, il y a différents leviers sur lesquels on peut jouer. En effet, je pense que l'information du consommateur, elle est très importante. Et dans TIFA, je pense qu'il y a quelque chose qui est central, qui est autour tout ce qu'on a en jeu autour de l'affichage environnemental, par exemple. Comment on informe le consommateur sur ce qu'il mange et sur l'impact environnemental de ce qu'il mange.
Et donc, par rapport à ces questions-là, c'est vrai que, par exemple, vous avez on va pas rentrer dans le détail parce que ce serait trop long, mais vous avez des travaux qui sont en cours sur est-ce qu'on informe le consommateur uniquement sur un impact climat qui est calculé sur une tonne de produits, donc une approche très industrielle de la question d'alimentation. Hein. On a l'impression qu'on fabrique un litre de lait comme on fabrique une voiture et on essaye de réduire au maximum le process. Ou est-ce qu'on informe le consommateur du fait que ce litre de lait, par exemple, il est produit par des animaux qui ne requièrent pas de pesticides, qui génèrent de la biodiversité, etc. Donc les aspects d'information du consommateur sont tout à fait importants. En fait, c'est un paquet global. Il y a des recommandations sanitaires dont les plans nationaux santé montrent que ça fait quelque chose. Hein, par exemple, quelque chose qu'on ne sait peut-être pas beaucoup, mais c'est que le diabète a reculé en France. Je crois que c'est le seul pays en Europe où le diabète a reculé chez les jeunes. Et ça, c'est le fruit d'une politique active sur la non-vente de soda, pardon, dans les écoles. Donc, il y a des choix de politique d'information du consommateur à différents stades. Et puis, quelque chose qui nous semble tout à fait essentiel, c'est par exemple sur les pesticides, de revoir les procédures d'homologation des pesticides qui sont aujourd'hui, je pense, tout à fait déficientes. On autorise des choses qui ne devraient pas être autorisées. Et si on change ça, ça change toute la chaîne alimentaire. Et donc, pour le bien du consommateur. Donc, un des messages très très fort qu'on a dans le bouquin, c'est de dire, certes, le consommateur a un rôle à jouer, mais on se bat contre une vision un petit peu surresponsabilisante du consommateur, où ce serait uniquement par son investissement personnel et son acte d'achat que lui devrait faire tout le boulot, alors que les politiques publiques n'auraient pas à bouger sur les cadres d'information, d'évaluation, de certification, et puis bien sûr de distribution d'argent public dans le développement agricole. Donc le boulot, il est beaucoup, beaucoup, beaucoup de la responsabilité des politiques. Et on le voit sur le dossier des pesticides notamment. Ouais, du coup, dans ce que vous dites, on s'éloigne quand même beaucoup d'une vision où le gouvernement décide de ce qu'on met dans votre assiette. Euh, il n'est pas le seul acteur. Il influence ce qu'on met dans notre assiette, mais de la même manière qu'aujourd'hui il le fait, de fait. Hein. Donc, c'est pas un seul acteur qui bouge, c'est toute une constellation d'acteurs, le gouvernement, le consommateur, les agriculteurs, bien sûr, et tous les intermédiaires, les industries alimentaires, etc. Donc, voilà. C'est pas simple, mais c'est un gros dossier.